sentiment, c'est qu'il n'y a pas assez de base pour un dialogue entre les deux camps, le camp de la gauche ou le camp laïque ou le camp Tel Aviv, avec le camp de Jérusalem, le camp de droite, le camp religieux, le camp ultra-orthodoxe. C'était deux visions d'Israël, deux visages d'Israël qui ne se collent pas. Et je suis inquiet, Daniel, parce que c'est fort possible que ces deux camps ne pourront pas trouver le langage commun pour gérer un pays. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Daniel Ben-Simon. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Haïk. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes un ancien député du Parti travailliste, que vous êtes journaliste, écrivain. Et bien entendu, nous voulions avoir votre avis un peu au lendemain de ce vote. On va dire, certains parlent d'un vote historique, certains parlent de vote qui est catastrophique pour l'avenir de l'État d'Israël. Est-ce que... et vous êtes un ancien parlementaire, vous savez qu'un vote en première lecture n'est jamais, avec le texte d'un projet de loi en première lecture, n'est jamais le texte définitif qui va être soumis au vote à l'aval des députés en seconde et troisième lecture définitive. Est-ce que vous pensez que finalement, aujourd'hui, il y a, après ce qui s'est passé hier soir, une place pour un dialogue entre opposants et partisans de cette réforme ? Et Daniel, bonjour. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas assez de base pour un dialogue entre les deux camps, le camp de la gauche ou le camp laïque ou le camp Tel Aviv, avec le camp de Jérusalem, le camp de droite, le camp religieux, le camp ultra-orthodoxe. On est arrivé 70 ans après, au début de l'État. On commence à fonder un État. Est-ce qu'on est capable de fonder un État basé sur des différences tellement fortes entre cette droite et cette gauche? Il n'y a pas de question de territoire ici, Daniel. On ne parle pas des territoires, on ne parle pas de Gaza, on ne parle pas c'est-à-dire des questions territoriales, des questions de la droite et de la gauche, mais surtout des concepts qui sont au centre de l'idéologie de gauche et au centre de l'idéologie de droite. Hier à la Knesset, il y avait un cinéma incroyable. Il y avait la droite. C'est des gens qui viennent du Hetzel, du Lehi, du Beitar, avec des religieux, avec des ultra-orthodoxes. Et il y avait la gauche qui venait de Tel Aviv. Après les manifestations, c'était deux visions d'Israël, deux visages d'Israël qui ne se collent pas. Et je suis inquiet, Daniel, parce que c'est fort possible que ces deux camps ne pourront pas trouver le langage commun pour gérer un pays. Ce qui veut dire qu'on rentre dans une phase presque historique entre les deux camps juifs, et avec deux identités différentes et deux visions différentes de l'État, du peuple juif. Et on est là. C'est pas seulement la haine entre les deux camps, mais c'est un gouffre, c'est quelque chose qui vraiment ne colle pas entre les deux. Et je doute s'il y a quelqu'un aujourd'hui, bien sûr pas Netanyahou, qui est capable de gérer d'organiser un dialogue entre les deux. Pour le moment, c'est pas possible. Vous croyez vraiment, Daniel, qu'il n'y a pas de possibilité de dialoguer entre le peuple? Je ne parle pas des organisateurs. Ne pensez-vous pas justement que les organisateurs de la protestation d'un côté, les hommes politiques de l'autre, n'ont bien entendu de leur côté aucun intérêt? Pourquoi Yair Lapid voudrait négocier alors qu'il est le leader d'une protestation massive qui lui permet de renforcer son camp? Mais au-delà des intérêts politiciens étroits, vous pensez vraiment que le peuple, lui, les deux côtés du peuple, ceux qui se retrouvent par exemple en Milouim, ceux qui travaillent ensemble côte à côte dans des sociétés, ne veulent pas dialoguer, ne veulent pas essayer de trouver un compromis autour de cette réforme? Oui, en principe, oui, mais il n'y a pas tellement cette envie de rencontrer l'autre camp. C'est pas seulement la haine qui les sépare, mais il y a quelque chose de très profond sur la possibilité de vivre ensemble. Elle est de moins en moins forte, Daniel. Elle est de moins en moins présente. Est-ce qu'elle est de moins en moins présente parce que tout simplement la gauche ou le centre n'est plus au pouvoir et qu'il aurait fallu que si la gauche était au pouvoir, si la gauche avait par exemple remporté les dernières élections, eh bien la droite aurait pu continuer à vivre, on va dire, sous le joug d'une autorité judiciaire puissante, sans pouvoir protester. Et là, on aurait pu continuer à vivre. C'est un peu ça ?
Non, peut-être c'est un peu ça, mais moi, ce que je veux dire, c'est que Lapid n'est pas le chef idéal de la gauche, c'est pas un leader. Merav Mikhaïli, ce n'est pas un leader, c'est pas vraiment des gens avec une carrure politique extraordinaire. C'est pas des gens sérieux, mais c'est pas eux qui sont au centre de la crise. La crise, elle est sur des problèmes de base. On ne colle plus, on ne parle plus, on n'est pas capable de vivre ensemble et on se sépare. Alors, cette séparation, elle est symbolique parce que elle vient de Tel Aviv et de Jérusalem, les deux pôles d'Israël. Et pour aujourd'hui, quand j'ai dit à la Knesset, les visages de Jérusalem, les discours de Jérusalem contre les discours de Tel Aviv, la façon de s'habiller aussi, la façon de vous voyez, Lapid, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas un chef idéal. Il est là, c'est pour faire un peu de politique. Je pense pas que c'est le monsieur qui va gagner dans cette affaire. Même pas Merav Mikhaïli. La gauche a été presque effacée dans les dernières élections, mais c'est à la possibilité des Israéliens de se parler, de vivre ensemble, de faire des affaires ensemble, de voyager ensemble dans des groupes, de s'aimer, de cette solidarité qui existait toujours, Daniel, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, ça veut dire, j'ai vu hier dans la manifestation à Jérusalem, il y a un côté, j'ai entendu les gens m'ont parlé, Ben Simon, est-ce qu'on peut vous dire quelque chose? Ils veulent plus vivre avec les autres. Il n'y a pas ce côté d'être un Israël, avec une vision commune. Je n'ai pas trouvé ça. Alors peut-être c'est Lapid, peut-être c'est Merav Mikhaïli, peut-être c'est l'opposition, mais il n'y a plus ce côté, cet attachement d'une vision juive, d'un avenir. On a arrangé les choses. Israël est là pour continuer. L'économie est très forte. Les gens vivent. On est arrivé dans un moment de normalité, de normalisation sans précédent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Est-ce qu'on peut être voisin? Ce que je veux dire, Daniel, c'est surtout ça, sur le côté de vivre, de gérer un pays. Je pense que les Milouim iront au Milouim, mais ça va être de plus en plus difficile de les attirer. Ça va être de plus en plus difficile d'aller ensemble voir des films, voir des pièces de théâtre, vivre ensemble. Et c'est ça le danger. Et au-delà de ça, il y a le Premier ministre Netanyahou qui est dans la même position que Lapid. Ce n'est plus un chef qu'il était, je l'ai connu. J'ai cru sur lui, pendant des années j'ai écrit sur lui. Et je dois dire, Daniel, c'est quelqu'un que je ne connais plus. Je ne reconnais plus, il n'est plus là. Il est absent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Daniel, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenter de dialoguer? Je vois toujours, on parle de propositions de dialogue, de compromis. Ceux qui, par exemple, dans la gauche israélienne, ont toujours tendu une main vers les Palestiniens sans conditions préalables pour dialoguer, pour essayer d'apaiser un conflit meurtrier, eh bien, on les voit refuser une main tendue pour dialoguer avec leurs propres frères. C'est quand même un peu étonnant. C'est étonnant, ils ne croient plus à Netanyahou, Daniel. Ils n'ont plus de confiance, ils n'ont plus ce sentiment de c'est notre Premier ministre. À leurs yeux, il n'est plus là. Donc Netanyahou, c'est le problème. Si Netanyahou s'en va, on retrouve un modus vivendi pour vivre ensemble? D'abord, le fait que cette loi, cette proposition de loi, elle est collée à Netanyahou. Pour les laïcs, pas haïques, les laïcs, les Israéliens de gauche, toute cette loi sur la Cour suprême, elle est là pour arranger Netanyahou, pour le sauver de la prison. Vous ne pouvez pas enlever ça de la tête des manifestants. C'est fait pour Netanyahou et pour son second, l'artiste politique, le monsieur qui n'arrête pas de faire bouger la politique du côté négatif, c'est Aryeh Deri. C'est un joueur dans cette politique aujourd'hui qui est tellement négatif aux yeux des manifestants. Alors il y a Netanyahou et Deri. C'est les deux profiteurs de la loi. En fait, donc 3 mois après les élections du 1er novembre, vous êtes en train de nous dire, même si Netanyahou et son camp ont remporté les élections, eh bien, il n'y aura pas de paix dans la société israélienne, pas de consensus dans la société israélienne si Netanyahou reste. C'est ça ? Et si vous voulez, Daniel, je ne voulais pas dire ça, mais si vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. Netanyahou est devenu, il passe pas aux yeux de l'autre camp. Il passe plus parce que on fait plus confiance à ce qu'il fait. C'est-à-dire ce projet de loi, il vient du Likoud, il vient de Yariv Levin, le ministre de la Justice, mais il est fait pour profiter à Netanyahou.
et aussi à Derry. Alors, tant que vous avez cette Netanyahou qui est là, tout ce qu'il fait, il est vu d'une façon très mauvaise. Mais Daniel, vous êtes suffisamment expérimenté en vie politique israélienne, en tant que journaliste depuis des décennies, pour savoir que, par exemple, un homme qui est aujourd'hui considéré comme le grand défenseur de la justice israélienne, qui s'appelle Menachem Begin, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a été accusé des mêmes accusations qui sont portées aujourd'hui contre la droite israélienne. On a dit que lorsque Menachem Begin Daniel, vous savez ce qu'il a fait? Menachem Begin était génial. Il a formé son gouvernement. On a dit, je rappelle à nos auditeurs qu'il suffit de revoir les manchettes des journaux israéliens de 77-78, de savoir que par exemple le mouvement La Paix Maintenant n'est pas né en 67, ni même après la guerre de Kippour, mais il est né en 78, au moment où la droite a remporté les élections, et où on disait, partout, Begin c'est un dictateur, c'est un terroriste, un ancien terroriste, un dictateur qui va nous amener vers la paix, un va-t-en en guerre, etc. Et finalement, quelques mois après, il a amené la paix avec l'Égypte. Ben voilà, c'est ce qu'il a sauvé. C'est ce qu'il a sauvé, mais juste après les élections de 77, il y avait un sentiment terrible que la guerre, c'est une question de quelques jours, de quelques semaines. Begin, c'est un homme de guerre. Et que la droite ne peut pas gouverner. Voilà. Et là, il a fait un geste incroyable. Il a attiré quelqu'un, Moshe Dayan. Il lui a dit, va au Maroc, arrange-moi une paix avec l'Égypte, je donne tout le Sinaï. Et vous savez, il a changé l'histoire. Begin est devenu un homme saint aux yeux de la gauche parce que la paix aux yeux de la gauche, c'est la Bible aux yeux de Daniel Laïc. C'est la cause célèbre de la gauche, c'est la paix. Et là, il a touché au sentiment de la gauche, il a fait la paix avec l'Égypte. Et il a voyagé en Égypte. Et Sadat est arrivé là, en novembre 77, et c'était un autre Israël. Est-ce que vous vous rappelez? Mais bien sûr, on se rappelle. Mais on ne peut pas s'empêcher aussi de se rappeler que à l'époque déjà, le pouvoir de la droite était remis en cause automatiquement par on va dire par la gauche israélienne, et finalement de ce point de vue-là, les choses n'ont pas changé. Et le bras exécutif qui est devenu la Cour suprême ces 30 dernières années, c'est un bras qui a permis continuer à protéger d'une certaine manière un pouvoir de la gauche que la gauche n'avait plus sur le plan juridique, sur le plan législatif, sur le plan du Parlement ou du gouvernement. Oui, mais je vous parle, Daniel, aux yeux de la gauche. Cette loi qui a été votée hier, elle est favorable à la droite qui a déjà la politique, qui a gagné les élections dernièrement, qui a fait une coalition avec les ultra-orthodoxes, avec les religieux. C'est un autre Israël aux yeux des manifestants. Ce n'est pas Israël qu'ils ont fondé, qu'ils voulaient. C'est un Israël qui rappelle beaucoup plus des pays un peu musulmans, un peu totalitaires. Mais ça inquiète la gauche, et les ultra-orthodoxes, et l'argent, et les milliards qui vont pour baser la force de l'ultra-orthodoxie. Ils se posent la question, est-ce que dans 10 ans, on est capable de vivre en Israël? Alors ils parlent déjà de quitter Israël. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. 77, Menachem Begin, c'était un gouvernement mélangé entre la droite et la gauche, avec Moshe Dayan, avec Daesh, Yigael Yadin. C'était un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, c'est la droite, ultra-orthodoxe, religieuse, et ça inquiète les Israéliens. Ce n'est pas seulement le high-tech, c'est les Israéliens qui veulent vivre comme les autres. Donc ceux qui se battent pour défendre la démocratie israélienne, comme ils le clament devant la Knesset hier, sont ceux qui finalement n'ont pas accepté le résultat des élections démocratiques, jusqu'à preuve du contraire. Ils les ont acceptés, mais ils sont inquiets, c'est tout. Ils sont inquiets sur l'avenir d'Israël. Mais bon. Eh bien, on a compris votre position à ce sujet. Vous pensez qu'il y a tout de même une petite chance de dialogue à la fin, pour terminer peut-être sur une note d'espoir? Vous pensez qu'il y a quelque chose que l'initiative, par exemple, d'un homme comme le président de l'État d'Israël, qui était un ancien leader du Parti travailliste, il faut souligner, peut peut-être aboutir quelque peu à apaiser les esprits? Daniel, d'abord, je comprends votre sentiment, cette inquiétude, je la comprends parce qu'on est dans une situation sans précédent. On est vraiment devant un divorce au sein de la société. Et moi, je vais vous parler de Herzog. Herzog, ce n'est pas un chef politique, ce n'est pas quelqu'un de très fort.
qui peut convaincre les deux côtés. Il est là, il est devenu président contre son caractère. Il n'a pas ce qu'il faut. Il faut une personnalité ou 2 ou 3 personnalités avec une force extraordinaire, politique et morale, pour essayer de parler aux deux côtés. Aujourd'hui, c'est impossible. Dans les prochaines semaines, ce n'est pas possible, parce que comme j'ai dit, il y a cette méfiance je ne parle pas de la gauche, de l'autre côté, contre le gouvernement, contre les ultra-orthodoxes, contre la force, contre Ariel Derry, contre les prières au Kotel, contre les nouvelles lois, contre des trucs cachers ou pas cachers dans les hôpitaux. Tout est en train de changer dans le contexte politique. Vous voyez ça? Mais bien Alors entendu, tout ça fait partie de cette révolution juive contre Israël. Eh bien, on a bien compris ce message. Merci beaucoup, Daniel Ben-Simon. Comme d'habitude, c'était toujours très intéressant de dialoguer avec vous et de connaître votre appréciation de ce qui se passe dans cette réalité israélienne qui nous préoccupe, à nous tous, de gauche, de droite, du centre religieux ou laïque. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Daniel. À bientôt. À vous aussi, si c'est possible. Okay, merci, au revoir. À bientôt.